Après vous avoir amené en Corée, en Afrique, au Japon ou même au Brésil, on continue avec cette fois-ci un pays très exotique et dangereux, l'Espagne. Bon, pas du tout, mais donc voilà, c'est l'Espagne quoi. Un pays que vous avez sans doute déjà visité et dans lequel vous vous êtes peut-être déjà retrouvé face à des sortes de barrières virtuelles. On vous a empêché de regarder votre série favorite par exemple. Alors vous l'avez compris, tout ça c'est l'histoire ancienne si vous avez NordVPN. Merci à eux pour le sponsoring. Donc je me permets une petite piqûre de rappel pour vous montrer tous les services qu'ils proposent. Déjà, vous pouvez changer virtuellement votre position en ne bougeant pas de chez vous. Et ça a plusieurs utilités. Vous voyez, par exemple, du coup, moi, je l'ai sur le téléphone et sur l'ordi. Là, sur le téléphone, je suis connecté en Albanie. Mais on peut choisir le pays. Bref, ça a comme utilité déjà de pouvoir regarder des programmes qui sont bloqués géographiquement, que vous soyez en France ou à l'étranger. Par exemple, vous pouvez regarder Les Gardiens de la Galaxie 3 sur Disney+ US depuis la France. Et d'ailleurs, depuis l'étranger, vous avez aussi accès au site de replay de chaînes françaises comme MyTF1. Mais imaginons que vous vouliez aller justement en Espagne et que vous ayez besoin d'un hôtel. Ça me paraît déjà assez plausible. Vous pourrez faire croire au site de réservation que vous êtes déjà dans le pays, ce qui va vous permettre de payer votre hôtel moins cher. Je rappelle, le salaire français, le salaire espagnol, moyen. Et tout ça, vous pouvez le faire en toute sérénité grâce aux paramètres de confidentialité de NordVPN. Le service est équipé d'une protection anti-menace qui bloque les trackers web, les trucs qui chopent les données, navigation, fin commerciale, tout ça. Ça bloque aussi les sites dangereux comme les sites de phishing. Et si vous rencontrez un souci, pas de problème, vous disposez d'un service client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'ailleurs, en ce moment et jusqu'au 12 septembre, l'offre exclusive vous permet de bénéficier de 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans. C'est garanti, satisfait ou remboursé pendant 30 jours pour tous les utilisateurs. Voilà, passez par le petit lien en description. Et justement, on parle de l'Espagne, et bien parlons-en concrètement avec les témoignages qu'on va voir aujourd'hui et qu'on a allé dégoter sur internet. Et où on a rajouté des voix off pour une meilleure immersion. Donc aujourd'hui, une expérience très dérangeante qui s'est passée à Oviedo, un ado traumatisé par son grand-père, ou encore une horrible rencontre qui aurait pu gravement dégénérer. Cette première histoire nous est racontée par Meg, 26. Elle précise que c'est sa première fois sur Reddit. Félicitations! Elle s'est dit que c'était l'endroit parfait pour parler de ça. Donc Meg nous dit qu'elle n'a jamais partagé cette histoire avec quelqu'un d'autre que ses amis proches ou sa famille. Parce que clairement ça lui fait froid dans le dos. Et d'ailleurs ça a eu un impact énorme sur sa croyance dans les esprits et les fantômes. Quand j'avais 16 ans, maintenant j'en ai presque 24, je suis allée en Espagne pendant 2 semaines avec mes grands-parents. On vit aux États-Unis, mais ma famille est originaire d'Espagne. Et donc, pendant ces 2 semaines, ils parcourent tout le pays, mais leur premier arrêt a été vraiment la ville d'où ses grands-parents sont originaires, Oviedo. Pendant notre arrêt, on a tous partagé la même chambre. Mes grands-parents ont pris le grand lit et moi j'ai pris un espèce de clic-clac dans un coin. Elle précise aussi que dans cette chambre, il y a une grande salle de bain à l'autre bout de la pièce, avec une fenêtre géante qui ouvre sur l'extérieur. Peu improbable pour une salle de bain, mais pourquoi pas. Une fois arrivé à l'hôtel, on a pioncé jusqu'au lendemain, car on avait fait un très long voyage. Et là, le lendemain, rien à signaler, ils explorent la ville jusqu'au soir, où là, ils vont se reposer de nouveau dans la chambre avant d'aller dîner. Ma grand-mère, qui est assise près de la fenêtre, me demande de lui donner son peigne qui est sur le bureau. Meg prend alors le peigne, et au moment où elle se retourne pour le tendre à sa grand-mère, elle voit un petit garçon qui se tient juste devant elle. Il a des cheveux bruns courts, des yeux bruns, et il porte une chemise rayée blanche et bleu clair. Et il a l'air d'avoir 7 ou 8 ans. En fait, il n'est qu'à quelques centimètres, il la touche presque, et tout d'un coup, il disparaît. Alors évidemment, je sursaute et ma grand-mère me demande immédiatement ce que j'ai vu. Alors je vous le précise parce que c'est très important, ma grand-mère croit énormément au paranormal, et elle a même vécu de nombreuses expériences du genre. Alors Meg reste figée pendant quelques secondes avant de raconter à sa mamie, du coup, qu'est-ce qu'elle a vu. Mais elle n'a pas eu spécialement peur, elle n'est pas inquiète non plus. Elle est juste choquée, elle comprend pas ce qui s'est passé. Mais la grand-mère n'a rien vu, elle n'a pas vu le petit garçon qui était devant sa petite fille. Bref, j'ai passé le reste de la soirée comme d'habitude et on est allé manger dehors pour revenir à l'hôtel quelques heures plus tard. Par contre, une fois la nuit venue, quand on est retourné à l'hôtel, je commence à repenser à cette apparition et à flipper. Et j'ai pas envie de dormir toute seule sur mon petit lit. Et du coup, elle va s'installer à côté de sa grand-mère pour se sentir un petit peu plus en sécurité, un peu plus safe. Et seulement quelques minutes plus tard, Meg et sa grand-mère entendent quelque chose voler contre un mur. J'allume immédiatement la lumière de la table de chevet et là, contre le mur, je vois quelque chose qui ressemble à une grande tache de vin. Sauf que je sais pertinemment qu'on n'a pas de vin dans la chambre. Meg se lève alors en urgence, elle prend les serviettes blanches de la salle de bain, elle commence à frotter le mur pour essayer d'effacer la tache, sinon ils vont se faire niquer par l'hôtel. En frottant, elle commence à se teinter d'un rouge profond. Une fois que le mur est à peu près nettoyé, je mets toutes les serviettes dans la salle de bain et je ne sais par quel miracle, j'arrive à me rendormir quelques dizaines de minutes plus tard. Et là, le lendemain matin, elle se réveille et elle va dans la salle de bain et elle remarque que toutes les serviettes qu'elle a utilisées pour nettoyer le mur sont parfaitement blanches.
Ce qui est bizarre parce que il y a plus de tâches, il y a plus rien du tout et il n'y a pas une femme de chambre qui est passée entre-temps, c'est impossible. Et là, je commençais à flipper comme j'ai jamais flippé de ma vie. Heureusement pour moi, c'était notre dernière nuit dans cet hôtel. Ensuite, on a traversé le pays, loin d'Oviedo, et plus rien ne s'est passé. Je le précise quand même, mais dans l'histoire, Meg ne dit pas si sa grand-mère, elle avait vu la tache de vin, ou si c'était peut-être simplement une hallucination en fait de la petite fille. 2 semaines plus tard, quand je suis rentrée aux États-Unis, j'ai décidé de voir s'il y avait une histoire sur l'hôtel en ligne, ou si quelqu'un avait un témoignage, une expérience similaire. Et en faisant des petites fouilles, elle a trouvé que, à l'époque, il s'avère que l'hôtel, il y a plus de 300 ans, avait été un foyer pour enfants. D'ailleurs, si vous êtes curieux, elle nous a partagé le nom de l'hôtel, et c'est l'hôtel de la Reconquista à Oviedo. Depuis cette expérience, je suis persuadée que les esprits existent, même si ça peut paraître irrationnel ou tiré par les cheveux ou inventé. D'ailleurs, j'ai eu d'autres expériences du type, mais aucune aussi importante que celle-ci. En tout cas, si cette histoire vous a peut-être laissé sceptique à cause du paranormal, eh bien on va basculer cette fois-ci dans du très concret avec la suite. Alors cette histoire nous est racontée par Climbing the Moorland, qu'on a renommé Carl. Voilà, c'était un peu plus simple. Alors lui, il commence son histoire en nous annonçant que ça peut paraître bizarre, mais que la rencontre la plus effrayante qu'il ait fait était avec l'homme qu'il respecte le plus, son grand-père. Je vous remets un peu de contexte. Il a vécu en Espagne pendant la guerre civile. Il faisait partie de la garde civile loyale à Franco. Les copains des nazis, pour résumer. Bref, c'était clairement un dur à cuire son papy, et il a vécu des choses assez traumatisantes. Après le départ de Franco, il a quitté la garde pour créer son entreprise, mais il était toujours aussi froid. Bref, là on en vient à l'histoire qui nous intéresse, et du coup alors que Carl passe quelques jours chez son papy à Pampelune, alors Pampelune pour vous situer, en Espagne ça se trouve ici, alors là il se souvient plus trop du programme de leur soirée, mais en tout cas ils sont rentrés à pied dans les rues de la ville en pleine nuit. Au milieu du trajet, on se fait attaquer par 2 hommes armés de couteaux. Mon grand-père m'attrape alors directement et assez violemment par le bras pour me mettre derrière lui, pour me protéger tout simplement. Là, les 2 mecs brandissent bien leur couteau et ils hurlent à son grand-père de leur donner sa montre et son portefeuille. Et il commence un peu à s'écarter comme s'il voulait attaquer mon grand-père de chaque côté. D'un coup, un des voleurs s'approche très près et mon grand-père lui tire le bras, lui arrache le couteau avant de plaquer la lame contre la gorge du voleur. Et là, en une fraction de seconde, la situation est inversée. Fallait vraiment pas rigoler avec lui. Et à ce moment-là, alors qu'il tient le voleur comme ça, il lui dit dans un calme glaçant qu'il va arracher sa tête et la placer sur la tombe de sa p*** de mère. Du coup, il l'a vraiment dit comme ça. Mon grand-père a alors un regard vide, froid, distant, comme s'il était déconnecté. Et je peux vous assurer que personne n'a rien dit. Là, le voleur, alors qu'il a le couteau sous la gorge, explose en sanglots et il comprend alors que le papy va sans doute lui trancher la gorge. Quant à son pote, lui, il est littéralement parti en courant. Une grosse minute qui a paru interminable s'est écoulée et mon grand-père a enlevé le couteau de la gorge du gars pour lui placer au-dessus de la mâchoire. Puis il lui lacère la moitié du visage d'un coup, toujours de manière très très froide, avant de lui écraser la tête au sol, ce qui l'a assommé sur le coup. Ensuite il m'a pris par la main et on a continué notre chemin comme si de rien n'était. Sans surprise, j'ai jamais posé de questions à ce sujet. Cette nuit restera gravée à jamais dans ma mémoire, que ce soit l'agression en elle-même, la réaction de mon grand-père et surtout le visage du voleur entaillé avant d'être écrasé dans le bitume. Donc ouais, ça fait clairement froid dans le dos, mais en même temps, c'est une bonne défense. En tout cas, avec la dernière histoire, on monte encore un cran dans ces histoires espagnoles, avec une terrible rencontre, mais avec un dénouement très inattendu. Alors pour cette dernière histoire, on file exceptionnellement sur Twitter et non pas sur Reddit. Et là, Cocorico, c'est un thread qui a été fait par une Française et une certaine Myriam. Vous pouvez retrouver le thread, là, regardez, capture d'écran. Alors Myriam nous remet un petit peu le contexte. Ça fait quelques temps qu'elle est en vacances en Espagne avec un pote. Un petit road trip sympa, sympa. On commence par Barcelone, on rencontre des Brésiliens trop cool, tout se passe bien, on est dans un bon mood, rien à signaler. En tout cas, après quelques temps dans les grandes villes, ils décident d'aller vers Mont-Blanc. Pas le Mont-Blanc, Mont-Blanc, c'est un petit village avec une ambiance médiévale au poil. Vous voyez sur la carte de l'Espagne, c'est juste là, c'est un peu perdu, ouais. On passe le week-end à Tarragone et là on rencontre un Belge sur la plage. Alors c'est un mec un peu bizarre d'ailleurs, mais il a pas l'air dangereux comme ça. Et d'ailleurs, il dit qu'il s'appelle Victor et qu'il a envie de se faire tatouer. Je voulais pas préciser, mais je suis tatoueuse et j'ai mon matos, donc je suis ok pour le tatouer gratuitement. Du coup, le mec décide de les suivre à Mont-Blanc, toujours pas le Mont-Blanc, attention. Et là, il y a un détail qui les interpelle un peu, parce qu'il insiste pour que Myriam lui prenne son billet de train, parce que il n'a que de l'espèce avec lui. Bref, on le fait, ça nous dérange pas, et arrivé à Mont-Blanc, il va installer sa tente et commence à nous proposer plein d'activités à faire avec lui. Myriam est un petit peu gênée parce que le programme de base pour elle c'était juste de le tatouer. Mais bon, elle se dit que comme les rencontres ça fait aussi partie du voyage, elle joue le jeu. Puis on se dit que ce serait stylé de tatouer sur le haut de la montagne. 1h30 de marche plus tard, on arrive finalement tout en haut et je commence le tatouage.
Et c'est à ce moment que le fameux Victor, la personne qui se fait tatouer, commence à parler de sa vie. Il nous dit qu'il a 2 enfants avec qui il s'entend pas, et quand on lui demande pourquoi, il répond simplement que ce sont des enfants rois, qu'il faut pas élever d'enfants comme ça, etc., etc. Myriam comprend pas trop parce qu'il parle beaucoup pour rien dire, quoi. Du genre à meubler sans arrêt, à raconter des trucs, on sait pas, par exemple, un peu ça. Du coup, il donne pas beaucoup de détails, ça s'enlise. Mais dans la même discussion, Myriam et son pote apprennent qu'il a fait de la prison, mais sans savoir trop pourquoi, ni combien de temps. Ça commence à me trotter dans la tête et on commence à se faire des films sur le pourquoi du comment. C'est quoi cette personne qu'ils ont en face d'eux? C'est quoi sa vie en vrai? Finalement, voilà, le tatouage est terminé, ça se passe bien, il est content et tous les 3 passent plusieurs jours ensemble. Et Myriam lui demande quelques temps après pourquoi il a fait de la prison. Ça lui trotte dans la tête, quoi. Sa réponse a été mot pour mot: j'ai trop pris de coke et j'ai déconné. Puis il y a eu un blanc assez gênant. Le fait qu'il veuille pas répondre me donne pas confiance. Ok, un ancien toxico, pourquoi pas. D'ailleurs, détail important, mais Myriam remarque qu'il n'a jamais abordé le sujet de la mère de ses enfants. Jamais. Il nous parle de ses anciennes conquêtes après elle, du fait que ses enfants lui crachent dessus selon ses dires, mais concernant son ex-femme, rien du tout. Et là, alors, à ce moment-là, l'ami de Myriam, qu'on va renommer et qu'elle renommait elle-même Détective Conan, il sort dans le plus grand des calmes. En vrai, je crois que j'ai compris pourquoi il est allé en prison, mais j'espère que j'ai tort. En fait, je pense, et c'est sûr, il a dû frapper sa femme. Pour ça qu'il en parle pas. Et quand il me dit ça, je me dis que non, c'est pas possible d'être un aussi gros con. Mais son hypothèse tient grave la route. Il parle plus à ses enfants, il ose pas nous dire pourquoi et il dit qu'il a déconné. Pour Détective Conan, ça pouvait être que ça et j'ai commencé à y croire aussi. Et elle se sent alors de plus en plus mal à l'aise en la présence de Victor. Et à ce moment-là, ni vu ni connu, elle essaye de l'esquiver. Et Détective Conan, lui, il continue de discuter avec Victor pour essayer d'en apprendre le maximum, quoi. J'accepte finalement de repasser une soirée avec lui. On a prévu de retourner sur le haut de la montagne dans un monastère, cette fois-ci de nuit. Bon, clairement, par rapport à il y a quelques jours, elle se sent clairement pas à l'aise à l'idée d'y aller. Elle hésite d'ailleurs beaucoup à annuler, mais il est trop tard. Le mec ramène 5 litres de sangria et 3 litres de vin blanc. Ça s'annonce bizarre, mais pourquoi pas. En tout cas, il y a clairement un ciel magnifique, comme vous le constatez. Donc Myriam se dit, ok, c'est bon, profite, meuf, allez, yes. Alors d'ailleurs, c'est assez rare pour le signaler, mais Myriam nous a fait profiter d'une photo qu'elle a pu prendre. Vous le voyez juste là. Myriam, donc c'est la personne en bas. Là, c'est Victor, du coup, juste à droite. Et il y a le fameux détective Conan qui est derrière. Et là, du coup, les 3 arrivent tout en haut, pile quand le soleil se couche. Mais une fois la nuit tombée, l'ambiance est plus la même. Victor nous laisse, il va s'isoler un petit peu, il éteint sa lumière donc on n'arrive plus à situer où il est. Et on a un feeling un peu chelou. Myriam et son pote décident donc de partir, mais Victor, à ce moment-là, débarque, il revient et il rentre avec eux. Une fois arrivé, après 1h30 de marche ensemble, on lui dit que le lendemain, on aimerait être seul. Au petit matin, avec Détective Conan, on a commencé à discuter de cette situation qui nous semble de plus en plus anormale. Et à ce moment-là, ils en profitent vraiment pour réfléchir et s'attarder sur les petits détails bizarres dans les histoires qu'a pu raconter Victor, et ils commencent à se faire des scénarios un peu glauques dans leur tête. Finalement, vers 14h, il se pointe chez nous comme si de rien n'était. Il devait poser le vélo qu'il nous avait emprunté, mais au final, il s'est posé comme s'il était chez lui. Ils sont un peu gênés, ils vont pas oser le mettre dehors non plus, il commence à être flippant le gars. Et puis bon, au bout d'un moment, quand même, il finit par partir. Et là, Myriam, elle se dit, que je le revois plus jamais. Sauf que lui, il dit qu'il aimerait bien revenir les voir demain à 14h. Il faut savoir qu'on n'avait aucun moyen de le joindre, il avait pas internet, il avait même pas donné son numéro de téléphone. Et le lendemain, au réveil, Détective Conan sort alors à Myriam. Mais attends, Myriam, tu sais qu'en fait, il s'appelle pas Victor. Son véritable prénom, c'est Adrien. Comment est-ce qu'il s'est trahi? Tout simplement en racontant une histoire à Détective Conan la veille où il s'est appelé Adrien. Et mon pote lui a demandé, mais attends, tu t'appelles pas Victor? Et il a dit que c'était un délire avec une amie qui s'appelait en réalité Adrien. Là, Myriam commence alors à se décomposer et elle lâche à son ami, mais attends, imagine, il est en cavale. Là, son ami prend alors le téléphone et il cherche alors sur Google les mots suivants. Adrien, recherché belge. Je vois le visage de mon pote se décomposer. Je me dis non, c'est pas possible. Et il est tombé sur cet article. Le Welken Raoud-Toi, Adrien Rompeil, condamné à 20 ans de prison pour le meurtre de son épouse, est toujours en cavale après 11 jours. Tous nos doutes se confirment, c'était encore pire que ce qu'on avait imaginé. Pendant plusieurs minutes, on va lire tous les articles qu'on trouve. On se dit ça peut pas être lui, mais on regarde toutes les photos qu'on a de lui et toutes celles qu'on voit dans la presse. C'était le même homme. Là, Myriam commence alors à réfléchir à comment pouvoir le coincer sans risquer leur vie. Parce qu'en vrai, ils ont super peur. Le gars, il pourrait vraiment péter un plomb s'il apprenait tout, et puis c'est vraiment risqué. Finalement, on appelle les flics, on leur explique tout, on leur dit de venir le plus rapidement possible parce qu'on était censé le rejoindre à 14h. Et on reste au téléphone pendant 1 heure avec eux. Et alors, 1 heure plus tard, il y a une voiture qui arrive en bas de chez Myriam et de son pote. Et puis le moment où la voiture de police débarque, il y a Victor/Adrien qui se pointe tranquille là. Je pense pas qu'il se doutait que c'était pour lui, il était beaucoup trop confiant. Et la police a juste eu à le cueillir.
À ce moment-là, Myriam a l'estomac complètement noué par le stress parce que quand le fameux Adrien rentre dans la voiture de police, il la regarde et elle sait à ce moment-là, elle, qu'il sait aussi. Il sait que c'est elle qui l'a dénoncé. Mais aucun regret car il mérite de rester enfermé toute sa vie et j'espère qu'il ressortira pas. En tout cas, depuis, elle et son pote ont fait plein de recherches sur Internet, sur son histoire, et d'ailleurs ils ont essayé de recoller les morceaux, et tout semble déjà un peu plus clair, avec du recul. Quelques jours plus tard, on est tombé sur cet article qui disait qu'il allait regagner sa prison en Belgique. Bon, en tout cas, elle et son pote sont contents d'avoir fait une bonne action. Parce que clairement, la famille de la maman qui a été tuée était vraiment inquiète à l'idée qu'il se soit échappé. Et en pleine nature, quoi. Je vous jure que c'était les montagnes russes là dans ma tête parce qu'il y a tellement de détails que j'oublie, tellement je suis choquée. Donc résumé de l'histoire, méfiez-vous des gens que vous connaissez pas. Donc voilà pour ces histoires. Alors évidemment, c'est des histoires un peu flippantes. La dernière du coup l'est encore plus. Je pense pas qu'il est utile de préciser qu'il y a des fous partout et qu'en vrai faut être prudent parce que je pense que les histoires que je raconte sont assez anxiogènes pour ne pas en rajouter une couche. En vrai, le monde est quand même relativement safe, je l'ai déjà dit. Faut pas avoir peur de voyager. Il y a beaucoup plus de merveilles et de choses fantastiques qu'on peut découvrir en voyageant, en découvrant d'autres cultures, d'autres personnes et en se rendant compte qu'en réalité les gens sont gentils que le contraire. Alors, ça veut pas dire que du coup le monde entier est Bisounoursland, mais si vous êtes prudent et que vous n'avez pas peur en fait d'expérimenter, vous en ressortirez bien plus grandi qu'amoché. Bon, c'était vraiment mon message de fin. Je vous souhaite bonne fin de vacances et nous on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye.